Cette cybercriminalité, aujourd'hui, on a tous entendu parler de la rançongiciel historique des derniers mois qui a, je crois, dépassé des records. Et si j'en crois certains, ça ne fait que commencer. Nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel, complété d'un invité junior qui représente cette activité, et peut-être même une famille ou peut-être une mentalité aussi de gens identiques. Hein, les hackers, comme on les appelle. J'ai pas dit que vous étiez un hacker ou que les jeunes étaient des hackers. Je dis juste, c'est vrai que on brise les tabous aujourd'hui. On a de l'expérience, mais on a aussi la recherche de l'expérience. Et donc, la rhétorique aujourd'hui, c'est simple, c'est mais comment empêcher le hold-up de votre société? Comment empêcher des gens toucher votre portefeuille quand vous êtes dans une entreprise? Et aujourd'hui, je suis avec Michel Rochelet. J'ai découvert Michel Rochelet il y a quelques mois, avec une discussion mais passionnante, qui a un background phénoménal. Background veut dire une expérience, d'accord, mais un peu plus jeune. Et Michel Rochelet, vous êtes, vous, le délégué à la sécurité du numérique pour le compte de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors, pour des raisons que j'ai personnellement vécues, j'ai trouvé l'ANSSI. À un moment donné, je vous ai demandé, mais est-ce qu'on vous connaît? Il dit, non, on est tout récent. Hein, on n'est pas très vieux, en fait, comme organisation. Hein. Et finalement, l'ANSSI, c'est né quand? Et vous, quel est votre rôle dans cette structure? Merci de m'avoir invité. Vous m'entendez bien? Vous avez le son et l'image? L'ANSSI, pour répondre à votre question très précisément, a été créée en 2009. Mais elle est l'héritière d'une longue tradition. À l'époque, c'était les services centrales du chiffre. Ça remonte aux anciens temps. L'ANSSI, aujourd'hui, a 500 agents. Elle dépend du Premier ministre et a deux grandes missions. La première, c'est d'assurer la protection et la confiance numérique des infrastructures vitales de l'État et de la nation. C'est ce qu'on appelle notamment les secteurs d'activité d'importance vitale. Et puis la seconde, c'est pour cela que vous m'avez invité aujourd'hui, plus orientée vers la société civile, c'est-à-dire le monde de l'entreprise qui est particulièrement démuni face aux nouvelles menaces. Vous avez cité WannaCry et Petya. Mais ce que je vous dirais pour vraiment... Quelques chiffres là-dessus, Michel, rapidement, c'était constant. Oui, bon, les chiffres font peur, 150 pays touchés, 300 000 ordinateurs infectés, mais... Quelle somme prélevée? Le chiffre noir, on ne peut pas l'estimer. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que les attaquants, les hackers de Petya et de WannaCry sont sûrement de bons informaticiens, mais ce ne sont pas de bons businessmen ou women, parce qu'ils n'ont pas relevé un chiffre phénoménal de rançon. Donc on peut s'interroger sur le mobile de ces attaques. Alors, est-ce qu'ils sont en phase de créativité ou est-ce qu'effectivement on a vraiment une industrie du risque avec ce que l'on peut penser? Et est-ce que ça concerne tout le monde, oui ou non? C'est ça, moi je me pose vraiment la question aujourd'hui. Alors, nous sommes tous des cibles potentielles. Il n'y a pas de petits poissons. Il n'y a pas de menu fretin en matière de cybersécurité. Il peut y avoir aussi la pêche au gros, on va chercher des grosses entreprises, mais les hackers s'attaquent à tout le monde, par définition. Ce que l'on peut dire, c'est que, contrairement aux années passées, ce monde du hacking s'est industrialisé. On observe aujourd'hui le développement d'une véritable industrie du hacking, et des écosystèmes de hackers sont en train de s'organiser de manière tout à fait redoutable. Ils ont des processus tout à fait élaborés. Admirable. Et donc, ils vont scanner vos ports et si vous tombez dans leur filet, eh bien, vous êtes une cible potentielle. Il n'y a pas de petite entreprise en matière de ciblage des hackers parce que vous pouvez servir de rebond. Également dans le réseau botnet, vous pouvez être infecté ou infesté à votre insu pour servir de point de départ d'attaque de plus grande envergure. Mais ce que je vais vous dire, et c'est ce que veut dire l'ANSSI dans toutes ces sensibilisations, c'est que les vraies bonnes attaques ne sont pas décelées
et il faut plusieurs années pour les mettre en œuvre. Et donc WannaCry et Petya, c'est spectaculaire. Effet médiatique, 15 jours, on n'a parlé que de ça, on n'en parle plus. Maintenant, il y a des blessés sur l'autoroute de l'information, il faut réparer ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les vraies bonnes attaques ne sont pas décelées en temps utile. Elles ont fait leur œuvre pendant plusieurs années. Michel, vous m'avez frappé lorsque j'ai eu cette interview avec vous à la cathédrale de Strasbourg, dans un bureau, et vous m'avez dit, il n'y a pas pire que l'illusion de la sécurité. Oui, effectivement. Alors je prends le cas des entreprises, puisque c'est notre sujet. Se donner bonne conscience en achetant sur étagère des équipements sécurisés, et c'est normal. En revanche, s'il n'y a pas de cohérence d'ensemble et s'il n'y a pas des mesures organisationnelles pour compléter ces mesures techniques, s'il n'y a pas de vision globale de la sécurité, d'analyse de risque, s'il n'y a pas de management de la sécurité, donc là on voit bien que c'est une responsabilité du management de l'entreprise, il n'y aura pas de chemin, il n'y aura pas de volonté, et on va observer que finalement ce seront les administrateurs système, les informaticiens, qui vont porter sur leurs épaules tout le poids de ce qui aurait dû être fait en amont, c'est-à-dire la vraie problématique en amont, le management de l'information. Eh bien, franchement, ça m'éclaire un petit peu, et j'ai envie de vous dire qu'avant de passer sur Benoît Lanier, de Strasbourg, j'aimerais juste dire que vous pensez, vous, alors que manager l'information, plutôt que la sécurité par un homme seul désigné dans une fonction, c'est la clé. C'est-à-dire qu'on a le dirigeant qui dit « je paye des gens pour faire ça, je paye un manager pour faire ça, donc en charge à lui de faire ça ». Moi j'ai envie de vous dire qu'un philosophe m'a dit un jour, il s'appelait Alain Hitchegoyen, et je lui ai dit il n'y a pas de notion de responsabilité en France. Il m'a dit faux. Il y a de la notion de responsabilité en France, mais elle est chez le voisin. Donc on a établi des contrats de travail ou un code du travail qui met en péril finalement quoi ? Qui met en risque l'entreprise parce que, in fine, en cascade, ces contrats qui se succèdent en tant que de droit sont en train d'utiliser des termes de loi pour dire « je me désengage de cette responsabilité », alors qu'en réalité, c'est tout le monde qui est impliqué. À quand ? Est-ce qu'on sait, Michel, quelle entreprise, ou Benoît, y a-t-il des entreprises qui ont disparu du fait d'un hacking, d'un piratage, de l'information ? Sachant que, il y a 10 ans, on me disait qu'une PME qui perdait le sang de son entreprise, l'information, était en réalité en sursis pendant 24 mois. Mais on n'a pas de statistiques pour pouvoir l'établir. Je suis en train d'évoquer quelque chose qui m'avait sensibilisé à ce moment-là. Ma question est, est-ce que vous avez des chiffres, Benoît ? Non, il y a absolument aucun chiffre, tout simplement parce que les entreprises ne le disent pas. Elles ne communiquent pas sur le fait d'avoir été attaquées, donc automatiquement on ne le sait pas. Alors vous, Benoît, comment vous faites pour rassurer, pour amener une entreprise vers l'hyper-tranquillité, si je puis dire ? L'hyper-tranquillité, c'est compliqué. Comment on fait ? Nous, on va mettre en place des audits, des tests d'intrusion pour vérifier la sécurité qui est en place, mais surtout aider les entreprises à correctement se sécuriser. Donc ça veut dire que vous êtes un peu ce croupier qui a été embauché parce que vous étiez l'un des plus gros tricheurs dans les salles de jeu, c'est ça ? C'est un peu l'idée. Finalement, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de sensibiliser les entreprises en cette matière, même représentée aujourd'hui par l'autorité nationale en matière ? Je vais juste rappeler à l'audience que c'est vrai que j'ai eu du mal à me l'intégrer, mais Michel Rochelet me disait nous sommes l'équivalent de la NSA américaine. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes rattaché directement auprès du bureau du Premier ministre, c'est ça ? Oui, mais contrairement à l'organisme dont vous parlez, nous n'avons pas de mission de renseignement. L'agence n'est pas une agence de renseignement. Et donc nous, notre rôle est un rôle d'expertise, de conseil, d'assistance, de développement de solutions de sécurité. Et c'est un rôle qui est essentiellement technique. Merci pour cet éclairage, parce que je pense que ça méritait d'être dit. Si vous-même, en recherche de certification, Benoît, Annecy, vous allez dans une entreprise et on vous prend pour un espion, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de s'endosser j'ai envie de dire une certification pour devenir un espion. On peut être un espion self-made, on peut être quelqu'un d'extrêmement brillant et de ne pas être du bon côté de la barrière, j'ai envie de dire, c'est-à-dire se mettre en porte-à-faux. Est-ce que les individus ont conscience des lois, qu'ils soient, lorsqu'ils s'estiment
du bon ou du mauvais côté, est-ce qu'ils sont vraiment sûrs de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font, les gens? Ça, c'est ma première question. Dans la chaîne des ressources humaines. Selon vous, Benoît, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Les utilisateurs des systèmes d'information? Oui, c'est ceux qui sont en charge, qui sont payés par un patron, qui sont dans une entreprise et qui ont un poste de travail ou maintenant un périphérique qui va lui aussi être extrêmement intrusif si on n'en a pas une maîtrise. Ils savent pas forcément ce qu'ils font, ils n'ont pas forcément conscience des risques qu'ils font prendre à l'entreprise. Aujourd'hui, on utilise tous son smartphone, on ramène des clés USB, on ramène énormément de vecteurs d'infection du système d'information. Non, ils en ont pas conscience, pas du tout. Pour la majorité. Mais même des informaticiens, c'est là où ça devient pire. Des responsables informatiques que j'en ai déjà croisés qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Est-ce que ces gens-là, une fois quand ils sont chez eux, laissent leurs enfants aller sur Facebook Oui. et les laissent se promener, littéralement, au point que un jour, votre fille descend dans la cuisine et vous montre 2 copies d'écran d'une discussion fournie d'un utilisateur Facebook qui prônait une certaine, j'ai envie de dire, religion et de leur support suprême pour endoctriner les jeunes, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est vraiment tous quelque part menacés, y compris chez soi? C'est quelque chose que j'ai vécu. La seule chose pour résoudre cette difficulté-là, c'était la grande confiance qu'il y avait entre une fille de 13 ans, sa mère et la discussion que nous avions pu fournir, et c'est ce qui m'a mis en relation d'ailleurs avec l'ANSSI. Alors selon vous, est-ce que vous pensez que les gens réellement ne se trompent pas dans l'idée qu'ils se font d'être seulement alertes pendant les heures de bureau, en croyant qu'ils le sont, 5 jours par semaine? Comment est-ce qu'on doit raisonner sécurité? C'est pas un peu comme le leadership, Michel Rochelet, 24 sur 24, 7 sur 7, quand on est chef d'entreprise ou manager, messieurs? Michel? Oui, bien évidemment, mais on peut aller plus loin. C'est pas juste pendant le boulot, c'est pas juste au travail. Ils en ont même pas conscience au travail des problèmes qui peuvent encourir. Aujourd'hui, on est tous hyper connectés. Surtout ça tous les réseaux sociaux, tous les réseaux. Plus, on parle de digital depuis ce matin, on parle de digital. Oui, l'hyperconnexion, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, est un risque, un gros risque. Michel, digital et numérique et tactique, est-ce que ça vous parle, oui ou non? Est-ce que ça valait la peine qu'on ouvre ce débat en disant mais vous êtes un spécialiste du comportemental, vous savez ce que c'est des hommes, vous savez commander des hommes, vous saviez commander des hommes, donc aujourd'hui vous savez comment fonctionnent les hommes, comment vous transposez ça dans les organisations? Comment vous touchez le chef d'entreprise, les managers et ensuite toute cette chaîne de la ressource humaine? Ouais, c'est une vraie bonne question de réflexion sur le fond, parce que on a coutume de dire que le maillon faible, c'est l'être humain. C'est une expression assez consacrée. Il faut changer de discours. Il faut faire en sorte que le maillon faible devienne le maillon fort au sein de l'entreprise. Et la seule façon d'y parvenir, c'est effectivement à travers des mesures organisationnelles. Il y a trois grandes séries de mesures organisationnelles. Tout d'abord, il y a la responsabilisation. On va définir une chaîne fonctionnelle de cybersécurité depuis le patron qui va signer la politique de sécurité, qui va s'engager, qui va dire voilà ce que je veux. Et quand le patron a décidé, à condition qu'il soit convaincu, tout le monde va suivre. Il va y avoir un phénomène d'alignement des planètes. Le deuxième pilier des mesures organisationnelles, c'est la sensibilisation. Et ça, c'est une action de tous les jours. Sensibiliser en continu, mais aussi au fil des incidents. Toujours avoir un retour d'expérience. Et enfin, le contrôle. Ça, c'est un mot tabou, mais non, il faut contrôler. Il faut commander, ça veut dire contrôler, ça veut dire vérifier que les orientations ont bien été appliquées. Et ne pas faire une confiance aveugle à tous les utilisateurs. Mais tout cela n'a de sens. Tout cela n'a de sens que s'il y a une véritable adhésion. Et l'adhésion, la confiance, ça ne se modélise pas. Donc c'est vraiment une question de savoir-être, de comportement, de dynamisme et de capacité de conviction. Donc vous êtes en train de me dire que le leadership a bel et bien un sens.
Le leadership, s'assurer que le travail a été bien fait, contrairement à ce que beaucoup de gens occultent. Oui, je l'ai fait, mais on ne va pas le vérifier. Donc on est vraiment à contre-courant de quoi? Du rôle essentiel pour lequel je suis rémunéré. Quelle valeur j'apporte? On y arrive. Quelle valeur j'apporte et comment je la délivre? Je la délivre dans le cadre d'un processus. Donc finalement, s'il n'y a pas le leader derrière, vous êtes en train de me dire quoi? En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise entreprise, il n'y a que les gens qui la composent. On est d'accord? L'idée, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'on va motiver le chef d'entreprise pour motiver son manager en cascade, qui va motiver ses troupes et ainsi de suite. On est dans le multiverse. Est-ce que c'est possible ou c'est tout simplement impossible? C'est très difficile de faire passer le message à un chef d'entreprise, de lui faire admettre, comprendre, alors qu'il a une charge énorme sur les épaules, et j'ai le plus grand respect pour ces personnes qui font vivre d'autres personnes. Mais comment faire comprendre à un chef d'entreprise que la cybersécurité est un facteur de performance, de confiance, de créativité de l'entreprise, alors qu'en apparence, c'est tout le contraire. Donc là, il y a vraiment une démarche pédagogique, et il est important de faire comprendre aux entrepreneurs que la cybersécurité participe directement du processus de production. Et elle se conçoit le plus en amont possible. Et comment est-ce qu'on fait ces tests-là? Comment est-ce qu'on... J'allais te dire d'abord, par expérience sur le terrain aujourd'hui, nous on rencontre des informaticiens, des responsables informatiques qui s'intéressent à la cybersécurité, mais des chefs d'entreprise qui ne signent pas l'échec. C'est ton rôle. Non, qui ne font pas les opérations de contrôle, qui ne mettent pas en place les systèmes nécessaires. Donc il faudrait déjà que les chefs d'entreprise prennent conscience. Alors messieurs, j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que je changerais quelque chose tant que ça fonctionne comme ça? Comme vous le disiez, ça n'arrive qu'aux autres. Comme vous le disiez, on peut avoir l'illusion de la sécurité. Et donc, il y a deux écueils qui sont terribles. C'est la précipitation sous la pression du business. Il faut aller vite. Ça, on ne va pas se perdre du temps à aller contrôler qu'une clé USB n'est pas infectée par un virus. On n'a pas le temps. On échange nos supports et on se contamine. La deuxième, la deuxième déviance, c'est la routine, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va prendre de mauvaises habitudes qui, au fil du temps, ne vont pas produire d'effets négatifs. Mais un jour, l'accident viendra. 75% c'est une blague, mais 75% des entreprises déclarent avoir été victimes d'actes de cybermalveillance et les 25% ne le savent pas encore. Donc vous voyez, il y a encore de la marge. Messieurs, dernier mot, quel regard concret? Que me diriez-vous maintenant pour que je puisse également convaincre mon entourage? Je ne vais pas dire, j'ai rencontré Michel Rochelet, Benoît Lanier, c'est des types super, c'est tout ce qu'il y a de plus subjectif. On est d'accord, on n'en est plus du tout là. On n'est plus dans cette apparence uniquement. On parlait ce matin d'attractivité. Est-ce que je suis une entreprise attractive si je suis responsable, si je sais travailler sur ma sécurité et que je communique là-dessus? N'est-ce pas là une clé finalement de cesser de cacher les morts derrière les armoires? Je veux dire, à un moment donné, il faut un petit peu prendre ses responsabilités et de dire voilà, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire vraiment aux gens en cascade pour les sensibiliser et dire just do it, fais-le? Moi, je leur dirais juste que pour le faire au quotidien, c'est simple. Dire ou montrer? Faut leur montrer. Faut leur montrer parce que vous le dire ici, bon, est-ce que ça aura un impact? Faut leur montrer que c'est malheureusement simple et à la portée de beaucoup de gens. Et toutes ces populations, parce que là on va aller un peu plus loin, mais toutes ces populations, je pouvais prendre l'exemple de la Roumanie, où il y a un taux de chômage dans certaines villes de 60%, où ce sont des gens qui sont informatiquement éduqués, qui savent développer, qui savent coder, qui savent tout faire. Au bout d'un moment, ils monétisent leurs compétences, ils vont voler les entreprises et ils vont vous le faire payer. Alors, Michel, un mot là-dessus. Juste une petite source d'inspiration. Lorsque j'employais pas mal de monde dans le passé, je me disais, quand je voyais un poste ouvert, je leur faisais un coup simple, je verrouillais leur session. Et quand ils venaient, il était perdu. Et là, j'observais cette personne et je me rendais compte, mais est-ce qu'elle sait utiliser le PC sur lequel il travaille? Ou est-ce que c'est la responsabilité seule
de l'ingénieur de service, appelez-le comme vous voudrez, l'IT manager, bon, on peut les appeler comme on veut. Donc, qu'est-ce qui va aujourd'hui être la petite chose simple qui va pouvoir éclairer l'autre et lui faire comprendre qu'il faut aller au next step? Alors là, c'est difficile parce que moi, je vois cette personne, je prends la session et j'invite tous ses collègues à l'apéritif à midi. Et donc, elle le fera une fois, mais elle ne le refera pas une deuxième. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans les entreprises, c'est courant. Mais il n'est pas bon de stigmatiser, il n'est pas bon d'humilier aussi l'utilisateur en lui montrant que finalement, il n'a rien compris. Donc c'est vraiment un travail pédagogique qui doit être fait par le responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise. C'est à la fois la marteau-thérapie, c'est-à-dire qu'on va dire il faut faire ça parce que sinon c'est la sécurité de l'entreprise que vous mettez en jeu, mais aussi la calinothérapie, c'est-à-dire qu'il faut, avec beaucoup de psychologie, faire comprendre que des comportements à risque, comme les clés USB ou la non mise à jour des applications, sont très probabilistes d'accidents et d'attaques informatiques. Donc, nous avons de réels problèmes avec l'anticipation. Benoît, Michel, merci. On arrive au terme de cette... merci à vous, vraiment, sincèrement. C'était très intéressant en talk. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Donc là, je rends le micro. Et puis, rendez-vous tout à l'heure sur une continuité, finalement, de ce génie digital. Business model, business solution et identité digitale. Quid de comment j'opère là-dedans en qualité d'individu et d'organisation. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.